Au sommaire de cette édition, aujourd'hui 21 février, c'est la journée internationale de la langue maternelle. La moitié des enfants en Côte d'Ivoire parleraient au moins 2 langues. La Côte d'Ivoire en compte une soixantaine, mais seulement 17 sont parlées. Les autres menacés de disparition au profit de la langue française. Soutenir la lutte contre la faim en Côte d'Ivoire et apporter une expertise pour la reconstruction de logements dans le pays. C'est de cela qu'il a été question hier à la primature. Des délégations tunisiennes et brésiliennes ont rencontré le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan pour évoquer ces questions. Alors que selon la présidence ukrainienne, un accord de sortie de crise va être conclu ce vendredi avec les Européens et l'opposition. La police annonce que des manifestants ont ouvert le feu sur des policiers dans le centre de Kiev. Le président Yanukovych annonce des élections anticipées. Et puis, dans une trentaine de minutes, la page sport de ce journal avec Anja Soukro. Bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Bonjour à vous. Le Brésil propose à la Côte d'Ivoire un soutien dans la lutte contre la faim. La Tunisie, son expertise pour la construction de logements dans le pays. Des délégations de ces deux pays ont rencontré le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan afin d'évoquer ces questions. Le reportage est signé Hugues Veblé. Hôte du Premier ministre, Daniel Balaban a marqué l'engagement du Brésil à son pays à aider la Côte d'Ivoire à construire une politique d'alimentation et de nutrition scolaire. Une réponse à la demande formulée au Brésil en octobre 2013 par la ministre de l'Éducation nationale, Candia Camara. Le Centre d'excellence contre la faim du Brésil que dirige Daniel Silva Balaban apportera aussi son soutien à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la faim. L'idée est continuer la solidarité et le travail conjoint com le gouvernement de Côte d'Ivoire pour construire ces politiques de combat à la faim et la pauvreté au Côte d'Ivoire. Également déterminés à soutenir l'émergence de la Côte d'Ivoire, les hommes d'affaires tunisiens ont échangé avec le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Présents en Côte d'Ivoire dans le cadre du tout dernier salon du bâtiment, ils se sont dit prêts à investir dans le secteur des logements sociaux. On est prêt à avoir minimum 10 000 logements pour commencer. Et comme les Tunisiens préfèrent aussi avoir de différents niveaux, enfin, on ne veut pas se limiter aux logements sociaux, mais on veut participer aussi aux logements économiques, aux logements de plus haut standing. Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement a eu des audiences avec Simon Ouattara et Fernando de Souza du groupe Microsoft, également avec Wanga Jian du groupe chinois Silopec et Mehmet Nazif du groupe turc MNG. Ils ont tous exprimé leur volonté d'accompagner la relance du pays. Un nouveau boulevard va bientôt voir le jour dans la commune de Cocody. Il devrait permettre de rendre plus fluide la circulation dans la commune et offrir une voie d'accès supplémentaire au pont Henri-Konan Bédié en phase de finition. Les travaux vont durer 60 jours pour un coût de 8 milliards de nos francs. Mamadou Kwasi. Ici, passera dans 9 mois, un boulevard, le boulevard de France redressé dans la commune de Cocody. Distant de 4 km, il va relier la Riviera 4 à l'entrée sud de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en passant par le village d'Anono et la grande mosquée de la Riviera Golf. Un projet vieux de 15 ans, ressuscité par le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Cet ouvrage va désengorger la circulation et aussi améliorer la fluidité des voies d'accès au troisième pont, le pont Henri-Konan Bédié. Les quartiers se sont développés dans de nouvelles zones qui aujourd'hui sont relativement encombrées chaque matin. Et si on ne crée pas des voies pour pouvoir drainer ces trafics-là vers le pont, même si on met en service le pont, l'engorgement du trafic sera toujours là. À partir d'ici, un ouvrage, donc un pont sera construit pour que la voie rejoigne la voie qui passe derrière l'université, c'est-à-dire le boulevard de France normal, qui lui sera également élargi jusqu'à Sainte-Marie. Le prochain boulevard de France redressé va démarrer dans 60 jours pour une durée de 7 mois et va coûter environ 8 milliards de francs CFA. La réalisation de ce projet va nécessiter le déguerpissement des populations illégalement installées sur le site. Je suis vraiment impressionné. Et en tant qu'Ivoirien, je suis content. Et vraiment, je voudrais dire toute mon admiration à mon collègue. Nous allons lui apporter notre soutien. Il aura à sa disposition la force de la puissance publique pour que tous ceux qui sont cette emprise soient dégagés. Et on le fera dans les semaines à venir sans état d'âme. Le maire de la commune de Cocody rassure les autorités gouvernementales quant à sa volonté de sensibiliser la population. Nous soutenons vraiment avec toute l'énergie qui nous caractérise ce projet-là. Et nous allons même commencer à sensibiliser pour
que le déguerpissement puisse se faire sans heurts. Encore un ouvrage qui va contribuer au développement socio-économique du district d'Abidjan et aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Et puis, des milliers de kilomètres de routes vont être réhabilités à travers tout le pays. Le Fonds d'entretien routier a obtenu un prêt de 130 milliards de francs CFA pour mener à bien cet important projet d'entretien et de réhabilitation des routes. Ces fonds viennent du syndicat des banques de Côte d'Ivoire. Francis Boifo. Cette signature d'accord entre le Fonds d'entretien routier FER et le syndicat des banques de Côte d'Ivoire porte sur un prêt de 130 milliards de francs CFA offert. Au nom de l'ensemble des banques participantes, à savoir Ecobank, UBA, Société Générale, BOA, BCC, BGFI, BIAO et CIB, nous confirmons que la levée des 130 milliards est effective et disponible. L'acte qui se pose aujourd'hui est important à plus d'un titre. Il va permettre de mettre donc à la disposition des Ivoiriens des routes mieux entretenues, des routes régulièrement entretenues. Il va également permettre de payer de façon régulière les entreprises, donc leur assurer une rémunération et la continuité du service. Le prêt de 130 milliards de francs CFA sera remboursé sur une période de 5 ans. Les 130 milliards de francs CFA seront remboursés via ce qu'on appelle la TSU. La TSU était une ressource qui était initialement affectée au FER, mais qui passait par le budget de l'État. Donc là, nous avons juste mis en place un circuit fluide de collecte de la TSU, de sorte à ce que la TSU puisse être utilisée automatiquement pour le remboursement, sans avoir forcément besoin de passer par le budget de l'État. 130 milliards de francs CFA mobilisés, reste encore 150 milliards de francs CFA pour réhabiliter et entretenir toutes les infrastructures routières du pays, à en croire le directeur général du FER. Le mois de décembre a vu la mise en place de mesures sécuritaires particulières et renforcées pour la ville d'Abidjan. Quelques 2 mois après l'entrée en vigueur de ces mesures, le ministre en charge de la Défense a effectué une tournée afin de vérifier leur bon fonctionnement. Abou Sanego. Toute la nuit de mercredi et ce jusqu'au petit matin de ce jeudi, le ministre en charge de la Défense a sillonné tous les quartiers d'Abidjan pour vérifier si le dispositif mis en place depuis la veille des fêtes de fin d'année fonctionne conformément aux consignes des autorités militaires. Sur tout le parcours, Paul Kofi a pu faire le constat que les hommes sont effectivement à leur poste et qu'ils sont à la tâche pour la protection des personnes et leurs biens. Et c'est tant mieux pour l'ensemble des populations, en particulier pour les personnes qui travaillent jusque tard dans la nuit. Au cours de cette tournée, Paul Kofi a appelé ces hommes à la vigilance et insisté sur les nouvelles dispositions prises aux portes d'entrée de la ville d'Abidjan. Nous venons de transformer le corridor de Gonzagueville en point d'observation. Et mon rôle aussi, c'est venu constater que cette mesure est effective. Donc on les signale aux usagers. Dorénavant, ils constateront qu'il n'y aura plus, en quelque sorte, de tracasserie à l'entrée et à la sortie, comme à GESCO. La visite du ministre en charge de la Défense l'a également conduit à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, et sur les sites stratégiques de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est sûr, la sécurité occupe une grande place dans l'émergence économique de la Côte d'Ivoire, mais quelle est celle de la gouvernance électronique? Le ministre des TIC était face à la presse pour répondre à cette question. Bruno Koné a également fait le bilan de son département, présenté les priorités et les grands projets du secteur. Ouattara Lassina. Accéder à certains services de l'administration par un clic, utiliser son mobile pour obtenir des informations sur les services de l'État ou encore payer à partir de son téléphone pour des services publics, cela sera possible en Côte d'Ivoire dès cette année 2014. Bruno Koné, ministre de la Poste et des technologies d'information et de la communication, a tenu à rassurer sur les efforts du gouvernement ivoirien à bâtir une économie numérique. Les TIC peuvent être un catalyseur, peuvent accélérer la marche vers l'émergence si nous savons bien mettre en œuvre ces technologies de l'information et de la communication. À la tribune du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG, il est revenu sur les actions de son ministère depuis près de 3 ans. La mise en place du nouveau réseau CDMA, donc qui connecte 1000 localités rurales et périurbaines, et à terme va connecter 3000 localités. La mise en œuvre de 2 points d'échange Internet
le lancement des phases pilotes des projets e-santé, e-éducation. L'État ivoirien a défini une stratégie axée selon Bruno Koné sur 5 points, dont l'accès des TIC au plus grand nombre. La production de contenus locaux, la lutte contre la cybercriminalité, la formation des ressources humaines et la connectivité font partie des priorités. Se prononçant sur la taxe spécifique de 3% conformément à l'annexe fiscale 2014, le ministre de la Poste et des TIC a évoqué une prochaine baisse des tarifs. Nous sommes persuadés que l'impact sera nul, voire même qu'à la fin de l'année, vous aurez une tarification qui va continuer entre maintenant et la fin de l'année à baisser. Cette tarification, nous pouvons vous le dire d'avance, elle va baisser de plus de 3%. Donc ça fait que l'effet net, il sera négatif. L'émergence étant l'objectif à terme, Bruno Koné a indiqué que l'investissement dans les TIC impactera tous les secteurs de la vie, notamment la santé, l'éducation, la promotion du genre et la bonne gouvernance. Journée mouvementée hier à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. 5 étudiants battus à sang par la police universitaire, dont un dans un état critique. Ils seraient tous internés au centre hospitalier universitaire de Cocody. Les étudiants ont donc crié leur colère ce matin en manifestant devant la présidence de l'université. Ils réclament le retrait immédiat de la police universitaire. Les détails dans nos prochaines éditions. Quelle est la place des PME, petites et moyennes entreprises, dans l'économie ivoirienne? Quel bilan font-elles de l'année écoulée et quelles sont les difficultés rencontrées par ces entreprises? Réponse dans le reportage de Juliette Ouya. Les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire ont besoin du financement de l'État. C'est en substance le message d'une des organisations qui les regroupe. Il s'agit de l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Selon le président de l'OPEMSI, Jérémy Quadio, c'est un appel au secours légitime car les PME de Côte d'Ivoire contribuent fortement au développement économique du pays. Les PME aujourd'hui représentent 98% des entreprises nationales. Les PME emploient entre 60 et 75% des emplois directs. Les PME représentent 38% du PIB ivoirien. Toujours selon le président de l'OPEMSI, l'une des raisons qui occasionne la disparition précoce des PME est d'ordre organisationnel. Il convient donc d'identifier efficacement toutes les petites et moyennes entreprises existant sur le territoire ivoirien. Il s'agira aussi de renforcer les capacités de leurs dirigeants afin de les rendre plus compétitives sur le marché international. Et pour cela, plusieurs actions sont envisagées. L'OPEMSI compte valoriser le dialogue social fiscal entre les chefs d'entreprise et le gouvernement. Ça va permettre à chacun des deux parties de s'exprimer, surtout les chefs d'entreprise, d'exposer leurs préoccupations, les difficultés et leurs attentes pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse analyser et apporter des solutions à ces différentes préoccupations. L'OPEMSI compte réaliser la banque des PME. L'une des conditions pour que les PME puissent jouer leur rôle de moteur de croissance, c'est de réussir à obtenir des financements en temps réel à tout moment. Créée en 1998, l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire compte à ce jour 3500 membres. Parlons santé, vulgariser l'usage de la télémédecine dans les soins cardiovasculaires. C'est le combat que mène l'ONG Wake Up Africa. Pour mener à bien ce projet, elle a initié un séminaire pour les acteurs et experts du domaine. Charles Tatou. L'ONG Wake Up Africa veut contribuer à la sensibilisation des Africains en initiant en faveur de l'Afrique des actions de développement qui intègrent ses valeurs intrinsèques. Elle compte réaliser cette ambition à travers l'accessibilité aux soins, à l'éducation et aux TIC. Ce premier séminaire de Boaké sur l'hôpital numérique et la télémédecine est à son actif. Notre action va être de pouvoir mettre de par le monde, mobiliser un parterre de spécialistes pour les mettre en connexion, en réseau avec cette structure, également le CHU de Boaké et les structures périphériques de la zone. Plusieurs sommités de la médecine ivoirienne et européenne sont venus à ce rendez-vous de débat, de formation et d'échange d'expériences sur la santé. Il a été surtout question du projet télécardiologie qui va connaître une expansion avec l'ouverture très proche d'un service de cardiologie au CHU de Boaké. La télémédecine vient offrir une possibilité
à nos populations vivant dans les zones très reculées des zones urbaines d'avoir accès à un spécialiste, d'avoir accès à une grande qualité de soins sans se déplacer. Cette télémédecine touche toutes les spécialités médicales, y compris les maladies cardiovasculaires. Il y a certaines expériences en Allemagne qui pourraient être intéressantes pour vous. Par exemple, on a développé un projet qui s'appelle Télésœur ou Téléinfirmière, c'est-à-dire en formant des infirmières dans l'usage de télémédecine, des technologies modernes, et rattachées à un généraliste. Et ils font des visites à domicile pour examiner les malades, pour voir si le médecin doit venir, si le malade doit aller à l'hôpital, etc. Le projet permettra de décentraliser les prestations de cardiologie en les rendant accessibles aux populations de l'intérieur du pays. Comment se porte le secteur sanitaire de Daoukro? Pour le déterminer, la direction régionale a initié une rencontre avec tous les acteurs. À l'ordre du jour, le bilan de l'exercice 2013, avec notamment les besoins et les difficultés principales. Honorine Nigori. Cette réunion a été l'occasion pour les 6 directions départementales de Dembokro, Daoukro, Bongwanou, Bokanda, Mbayakro et Prikro d'exposer sur le travail abattu et les difficultés rencontrées en 2013 en vue de les surmonter. Pour le directeur régional de la santé et de la lutte contre le sida, Dr Jean-Baptiste Kofi, il s'agit d'examiner le parcours réalisé au regard des prévisions et de dégager objectivement les forces et faiblesses afin de réorienter la barque dans la bonne direction. Et ce, dans le souci de mettre chaque année toutes les équipes en ordre de bataille et dans une même dynamique en vue de garantir des soins de santé de qualité aux populations. L'année 2013 a été placée sous le thème du renforcement de la qualité de la lutte contre le VIH-Sida dans la région. 2014, quant à elle, sera dominée par le renforcement de la collaboration avec les autorités administratives et politiques locales. Dr Jean-Baptiste Brendou Kofi souhaite la diffusion et le partage des tests de loi relatifs à la décentralisation dans le secteur de la santé. Il envisage en outre la formation en planification et l'élaboration du premier plan régional de développement sanitaire impliquant toutes les parties prenantes. La journée internationale de la langue maternelle est célébrée aujourd'hui 21 février. La Côte d'Ivoire en compte une soixantaine, mais seulement 17 sont parlées par environ 100 000 personnes. Les autres, tout simplement menacées de disparition au profit de la langue française. Patricia Omouitia. Les Ivoiriens parlent leur langue maternelle. Une incursion au sein des populations démontre que s'exprimer dans sa langue locale est un exercice pas toujours facile. Chez nous, on ne parle pas langue maternelle. C'est le français qu'on parle. Sinon, ça dépend de ce que je vais dire. Ça serait un peu compliqué, quoi. L'exercice est certes difficile, mais certaines personnes semblent tirer leur épingle du jeu. Je vous exhorte, mes frères guéris, quand vous êtes à la maison, de parler avec vos enfants. Apprenez vos enfants à parler votre langue. Apprendre aux enfants leur langue maternelle dès le bas âge, une solution pour pérenniser les langues locales. Et selon des études, cette pratique permettrait aux enfants d'être plus performants. Des résultats ont été obtenus par l'université à l'époque et on a fait donc le constat que s'il y a une différence, la différence se situe à ce niveau-là. Au niveau du primaire, les enfants qui font l'enseignement préscolaire dans leur langue sont plus éveillés, assimilent plus rapidement les connaissances que les enfants qui apprennent directement en français.
Le constat est clair, les langues locales sont de plus en plus menacées de disparition au profit du français. En Côte d'Ivoire, il existe cependant plus de 60 langues maternelles et depuis février 2000, la journée internationale de la langue maternelle initiée par l'UNESCO est célébrée chaque année afin de promouvoir la diversité culturelle et le multilinguisme. C'était un reportage de Ami Koulibaly sur les langues maternelles de Côte d'Ivoire. Les chefs coutumiers outillés pour une meilleure gestion des conflits. Cette formation initiée par le Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP vise à consolider la paix sociale dans le pays. Teresta Peyobwe. L'ouest de la Côte d'Ivoire a longtemps été déchiré par les crises. Une situation qui a fragilisé la paix et mis à mal la cohésion sociale. La question du foncier rural est souvent à l'origine des conflits. C'est enfin d'outiller les chefs coutumiers et faire d'eux des bâtisseurs de paix dans leurs localités respectives que le Centre de recherche et d'action pour la paix a initié ce projet de renforcement des capacités. Nous avons parlé essentiellement de ce qui est conflit, le conflit qui est lié au rapport humain, et nous avons aussi évoqué, identifié les déclencheurs des conflits. À Mans, une cinquantaine de chefs ont été formés sur la gestion des conflits. L'initiative est appréciée par les chefs. En tant que chef, ce que nous recevons aujourd'hui comme formation va réellement nous aider vraiment à faire face de façon sereine et totale à la gestion de toutes les difficultés sous-jacentes à notre fonction de chef. Nous avons besoin de formation vraiment approfondie parce que actuellement, les chefs traditionnels sont la plupart dans le groupe des jeunes qui n'ont presque rien vu dans les quartiers et ils ne connaissent pas l'histoire du passé. Cette sensibilisation bénéficie de l'appui de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Les chefs traditionnels formés pourront désormais identifier et prévenir les facteurs de troubles et de conflits. La consolidation de la paix et la réconciliation nationale restent au cœur des actions des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire. À Guiglo, le peuple ouai a été informé sur ses origines, son histoire, afin de mieux prendre part au processus de réconciliation en cours. Abou Sanogo. À partir des données ethno-linguistiques qu'il a pu rassembler, Dr André Deazon a montré que l'origine du peuple ouai se confond avec celle de l'humanité tout entière, car selon le conférencier, depuis le premier couple humain jusqu'au peuplement de la vallée du Nil, en passant par le grand empire du Mandé originel, tous les repères historico-culturels montrent que le peuple ouai est un peuple premier. Toujours selon Dr Deazon André, la science confirme que l'ancêtre anthropoïde le plus proche de l'homme est le bonobo, dont descend directement le peuple ouai. Pour le conférencier, le peuple ouai mérite donc respect et considération. C'est pourquoi toutes les têtes couronnées du peuple ouai, avec à leur tête Sa Majesté Toubotaou, ont pris la ferme résolution en tant que peuple mère de l'humanité d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La conférence a enregistré la présence du chef du village de Krendiabo, représentant le roi du 108, Nana Akapatrice, et le premier président de l'Union nationale des chefs de communauté et notables de Côte d'Ivoire, Nana Kossonou. Ces deux personnalités ont été faites chefs traditionnels ouai par Sa Majesté Toubotaou, chef suprême des ouai. En Ukraine, le président Viktor Yanukovych annonce des élections anticipées et le retour de la Constitution de 2004 qui réduit les pouvoirs du président. Alors que le président fait cette annonce, un accord de sortie de crise devrait être signé ce vendredi avec les Européens et l'opposition. La police déclare dans le même temps que des manifestants ont ouvert le feu sur des policiers dans le centre de Kiev. Les premières sanctions de l'UE sont tombées à l'encontre du pays. Les États-Unis menacent de sanctions. La Russie menace également de suspendre les aides financières accordées à l'Ukraine. Bonjour Anja Soukrou. Bonjour Fatou. Avec vous, nous ouvrons la page sport de ce 13h et en premier, on va parler du championnat de football de première division qui reprend ce week-end et c'est après une trêve. Bien entendu, Fatou, je suis sur ce plateau pour servir les informations sportives du week-end. Et comme vous l'avez si bien dit, on commence avec le championnat de football de première division, la Ligue 1 qui reprend ses droits après une trêve d'un mois.
Et la présentation de la 14e journée, qui est la première journée retour, est un sujet proposé par Salif Ouattara. La 14e journée de la Ligue 1, c'est 7 matchs et 1 enjeu. La bataille pour occuper la tête du championnat. Bataille entre les deux leaders du championnat, le COE Sport de San Pedro et la SEC Mimosa d'Abidjan. Avec 30 points à son compteur, le COE reçoit ce samedi à San Pedro l'Asie d'Abengourou, avant-dernier avec 12 points. Deuxième du championnat avec 28 points, les Mimos se déplacent le dimanche au stade Robert Champrou de Marcory. Ils auront affaire au 12e du championnat, le Stella Club d'Adjamé. Avec 2 points d'écart entre le COE et la SEC, les jaunes et noirs croient pouvoir renverser la tendance avec leur joker, David Bois Kofi, meilleur buteur de la Ligue 1 avec 9 buts. Les autres rencontres du championnat se déroulent sur différentes pelouses. Le samedi, sur le coup de 15h30, le SC Gagnoa, 4e, reçoit l'Africa Sport d'Abidjan, 10e à domicile. Le CO Boisflé, dernier du championnat avec 4 points, affronte l'AS Standard, 5e à Yamoussoukro. L'AFA, 3e, s'oppose quant à lui à la JCAT, 11e, au stade Robert Champrou, pendant que l'AS Dengue, 7e, croise le fer avec l'USC Bassam, 9e à Boaké. Le dimanche, la 14e journée livrera tous ses secrets avec les 2 dernières rencontres. Stella Club d'Adjamé, ASEC Mimosa d'Abidjan, au stade Robert Champrou. À Boaké, CO Korogo, 8e du championnat contre la SOA, 6e. Voilà, la reprise du championnat national est donc l'occasion pour la Fédération ivoirienne de football de démarrer ses caravanes à l'intérieur du pays. Et cela va commencer pour cette année 2014 dans le centre-ouest à Gagnoa pour le choc entre le Sporting Club de Gagnoa et l'Africa Sport d'Abidjan. Ce sera samedi à 15h30, donc demain au stade Biakaboda. La rencontre sera retransmise en direct sur RTI 1. Sachez qu'à l'aller, l'Africa avait battu Gagnoa par 1-0. Et puis, avant le match, le président de la Ligue professionnelle de football, instructeur FIFA, animera un séminaire à l'endroit des clubs de la région, Ligue 1, Ligue 2 et D3. Sori Diabaté parlera de gestion des clubs, du système d'octroi de la licence CAF au club et de gestion des événements. Ce sera au quartier général de la FIF, dans un hôtel au quartier Babré de Gagnoa. Informations relatives au match Mali-Côte d'Ivoire du championnat d'Afrique de football féminin Namibie 2014 qui se jouera donc le dimanche 2 mars au Mali. À l'aller pour rappel, les Éléphants s'étaient imposés par 4-0 contre les Aiglones au stade Robert Champrou de Marcory. Et puis pour ce qui concerne les Éléphants, le match amical face à la Belgique, Côte d'Ivoire, match de préparation au Mondial Brésil 2014. Ce sera le mercredi 5 mars à 19h45 GMT au stade Roi Baudouin de Bruxelles en Belgique. Alors Ange, parlant de préparation des éléphants pour le mondial, on a tout de suite envie de savoir comment les choses évoluent. Et puis on a appris que notre unique gardien, Kopa Barry, serait blessé. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il pourra effectivement jouer? Kopa Barry, pour ce qui le concerne, je peux vous dire que les nouvelles sont bonnes. Il a une indisponibilité de 2 voire 3 semaines parce qu'il a été blessé au cours d'un match à l'épaule, mais il se rétablit bien et dans 2 voire 3 semaines maximum, Kopa Barry sera de nouveau disponible pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En tout cas, on l'espère bien. On va revenir au niveau national avec la saison de basketball qui a démarré cette semaine. Il y a 8 équipes chez les dames et puis 12 chez les hommes. Voilà, le mercredi dernier déjà, cette saison a ouvert ses portes et la suite de ce championnat national s'est disputée avec 4 rencontres au programme. ASEC Mimosa, Assaoufoué, Ebi Stade, Hermès Cibox, c'est chez les hommes et chez les dames. ASEC Mimosa, encore une fois, contre Ensoa en dames. Les rencontres se sont disputées au Hall des Sports à Treichville où nous guide Anne-Marie Nguessan. Cette première journée du championnat national a été marquée par la défaite de la SEC Mimosa face à Assaoufoué, 26-63. Sans entraîneur, les Mimos ont été en difficulté pendant toute la rencontre. Ça a été difficile sans coach. Au niveau des remplacements, souvent, il faut quelqu'un sur le banc pour voir ce qui ne va pas sur le terrain. Entre joueurs, souvent ça ne passe pas. Quand ton coéquipier t'écrit là-dessus, souvent c'est difficile. Mais quand c'est le coach, au moins ça va. Toujours chez les N2 hommes, Cibox s'est imposé 55-41 devant Hermès.
Et puis le Stade a signé son retour en championnat N1 après plusieurs années d'absence par une victoire 57-54 face à Ebi. Chez les dames, mauvaise entame aussi pour les filles de la SEC Mimosa qui se sont inclinées 22-46 devant leurs camarades de l'ENSO. Le match n'a pas été préparé parce que nous sommes en manque de terrain. Notre terrain, il n'y a pas de cerceau. Quand on vient au cours, on fait les maniements de balles, mais pas de tir. Depuis le lundi à l'entraînement, il y a eu des bagarres depuis là-bas. Donc nous sommes revenus ici. Les filles qu'il a surclassées, elles voulaient tellement s'intégrer qu'elles commençaient à nous parler mal, nous qui avons joué deuxième année. Donc c'est pourquoi elle n'a pas pu supporter et elle a répliqué. Lorsqu'elle a répliqué, le coach s'est fâché et il a dit de sortir. Satisfaction par contre pour le vice-président de la Fédération ivoirienne de basketball quant au bon déroulement de ce début de championnat. Voilà, bilan après la première journée chez les dames. Les championnes en titre du CSA sont leaders. L'ABC a perdu lors de la première journée contre FBA. Et puis en homme, l'ABC, le champion de Côte d'Ivoire, est en tête du championnat basketball sur le plan international. Pour cette saison, le Mali organise la première édition du tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité depuis hier 20 février jusqu'au 28 février. Avec près de 800 athlètes de 16 pays, la Côte d'Ivoire sera représentée à cette compétition en basketball par l'équipe nationale féminine. Les Ivoiriennes ont eu un regroupement de 4 jours et s'envolent aujourd'hui pour le Mali. Elle débute la compétition dès demain, samedi 22 février. Canoë-kayak, les athlètes des équipes nationales juniors de canoë-kayak et d'aviron qualifiés pour les deuxièmes Jeux africains de la jeunesse sont en regroupement du 17 au 22 février à l'INJS. La compétition est prévue en mai 2014 au Botswana et verra également la participation d'une arbitre ivoirienne sélectionnée en tant qu'officielle technique. Oda Legbe a rendu visite à l'arbitre ivoirienne sélectionnée Anne-Flore Niagbo et également aux athlètes ivoiriens qui sont en préparation à l'Institut national de la jeunesse et des sports, c'est à Marcory. 10 athlètes de canoë-kayak et d'aviron sont à pied d'œuvre à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Ce regroupement au vert qui va durer 2 semaines se fait dans des conditions difficiles. Au niveau de la direction technique dirigée par Onvo Ebe, c'est la précarité totale. Aucune commodité pour les bureaux. Les athlètes et les entraîneurs Ozalem Sokrou et Nguessan Jean-Noël n'ont pas de matériel et d'équipement pour mieux faire les entraînements. Côté financier, là encore, ils sont laissés à leur propre compte. En aviron, Ndri Aimé et Akayei, finalistes au championnat d'Afrique en Tunisie, et Goré Djidji pour le canoë-kayak, tous de l'équipe nationale junior, promettent revenir à Abidjan en mai prochain avec des médailles. En plus de cette promesse, Marie-Flore Nyangbo, responsable de la commission arbitre de canoë-kayak, a été sélectionnée pour la première fois en tant qu'officielle technique pour ces 2e Jeux de la jeunesse africaine. Mon objectif, c'est de faire d'abord honneur à la Côte d'Ivoire, de bien faire le travail, ce pourquoi on me fait appel, et puis d'espérer qu'ils aient encore plus de confiance en la Côte d'Ivoire pour qu'on ait encore plus d'arbitres au niveau international. Il faut noter que cette compétition se déroulera en mai prochain au Botswana pendant 2 semaines. Retenons, Fatou, pour l'essentiel, la reprise de la Ligue 1 avec la 14e journée. Toute la caravane de la FIFA, Fédération ivoirienne de football, est à Gagnoa. Avec cette caravane, l'équipe de la RTI, conduite par le chef du service autonome des sports, Mamadou Gaye, parce que la rencontre sera retransmise en direct demain, samedi, à 15h30, entre le Sporting Club de Gagnoa et l'Africa Sport d'Abidjan. Merci Anja Soukro pour ce point de l'actualité sportive. Je vous dis à vendredi prochain. C'est clair. Et c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain.